cours d'électronique pour les prépas, donc pour les filières MPSI, PCSI, PTSI, MP2I. C'est un cours introductif, donc ça marche pour toutes les filières. Le détail exact ici, je me base sur la MPSI, mais les notions sont importantes pour toutes les filières. Donc, le cours s'intitule Circuit électrique dans l'ARQS. On va voir ce que c'est un peu après l'ARQS. Ça veut dire approximation des régimes quasi-stationnaires. Ça veut dire que les fréquences des signaux électriques sont faibles et que la taille des circuits est assez réduite. Donc on a des signaux qui n'évoluent pas trop vite et des circuits qui sont typiquement des circuits dans un bâtiment ou même des circuits dans une salle de TP. Donc on ne s'intéresse pas à un réseau électrique à l'échelle d'un pays, par exemple, où là les temps de propagation vont commencer à intervenir. On définit l'intensité, donc c'est la charge électrique qui traverse une certaine surface pendant un temps dt, et donc cette intensité s'écrit dQ sur dt. Donc ça exclut les courants alternatifs. Alors ici, on va plutôt commencer avec des courants continus, mais on peut avoir les règles que je vais donner, la loi des nœuds, la loi des mailles, ça marche aussi pour les courants alternatifs. Il y a juste une condition, il ne faut pas que la fréquence soit trop élevée. Et il ne faut pas que le circuit soit trop gros. Parce que si le circuit est trop gros et que la fréquence est trop élevée, entre un maximum et un minimum de l'onde, quand le générateur par exemple est au maximum, le temps que l'onde se propage, si ça oscille vraiment vite et que le circuit est très grand, de l'autre côté du circuit, à l'autre bout du circuit, on est sur un minimum au lieu d'être sur un maximum. Donc il y a un déphasage, il y a un décalage, et ça on veut éviter. C'est ça la RQS. On veut que tout le circuit oscille en phase, sans prendre en compte, c'est ça le principe important, sans prendre en compte les phénomènes de propagation. Donc la propagation, on fait comme si elle était instantanée. Ça va tellement vite que c'est quasiment instantané. Donc vous voyez qu'ici, dans la définition de l'intensité, il y a la charge électrique. Donc dans les circuits électriques, ce sont des électrons qui sont chargés, qui se déplacent. On regarde la petite charge dQ qui se déplace pendant un petit intervalle de temps dt à travers une certaine surface. Vous voyez que la surface ici, elle est utile pour la définition, mais elle n'intervient pas dans la formule. Donc une surface ici, vous imaginez en perspective là, on va l'orienter avec un vecteur. Ce vecteur-là, on va l'appeler ds. Vous voyez une flèche ici, c'est un vecteur qui est orthogonal à la surface. Et donc cette surface, elle est ouverte, elle ne se referme pas sur elle-même. Très souvent, on va prendre un disque ou un carré. Et donc, vous avez le choix. Vous pouvez mettre ds vers la gauche ou vers la droite. Ça, très souvent, c'est vous qui choisissez. Alors, il y a des choix plus judicieux que d'autres, mais on pourrait très bien mettre ds vers la gauche ici. Donc là, on choisit de le mettre vers la droite. On oriente, ça veut dire qu'on choisit une orientation. Et ce qu'on va faire, c'est compter positivement tout ce qui traverse, toutes les charges qui traversent la surface dans le sens de ds. L'unité du courant électrique qui traverse cette surface, c'est l'ampère. Et typiquement, on ne dépasse pas 3 ampères dans ce qu'on fait en TP. Même on dépasse rarement 1 ampère en fait. Et 1 ampère, qu'est-ce que c'est? C'est une charge de 1 coulomb qui traverse la surface pendant 1 seconde. Voilà. Si vous avez 3 coulombs qui passent pendant 1 seconde, vous avez un courant de 3 ampères. Si vous avez 1 coulomb qui passe en 1/10 de seconde, donc ça fait 10 coulombs par seconde, du coup ça fait 10 ampères. Donc 1 ampère, c'est la même chose que 1 coulomb par seconde. Les porteurs des charges, donc j'ai dit juste avant, ce sont les électrons, et on leur donne une charge négative. Ça, c'est un choix qui a été fait, un choix historique. Cette charge, elle vaut 1,6, moins 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. Donc là, vous voyez tout de suite, avec la puissance de 10, que 1 coulomb, ça représente beaucoup d'électrons. Typiquement 10 puissance 19 électrons à peu près. Donc la charge d'un électron par rapport au coulomb, c'est tout petit. Ça, c'est dans les circuits électriques, mais parfois, vous avez déjà vu ça en chimie, dans une solution ionique, ce sont les ions, donc ce sont des atomes
auxquels on a soit arraché un électron, soit donné un électron, qui sont donc chargés. Si on leur a enlevé un électron, ils sont chargés positivement. C'est le cas de Na+, et de Cu2+. On appelle ça des cations, qui ont une charge de plus E ou de plus 2E. Et dans le cas contraire, si ces atomes ont récupéré un ou plusieurs électrons, ils ont une charge négative, donc vu que les électrons sont chargés négativement. Et c'est le cas par exemple de Cl- ou SO4-. Et ici, vous voyez, on écrit toujours par exemple Na+, Cu2+, etc. Fe3+, c'est toujours un nombre entier. Ce ne sera jamais Na 1,2+. Ça vient du fait que ce sont des échanges d'électrons, et l'électron il a une charge fixée. Et l'électron, il est insécable, hein, c'est une particule élémentaire. Donc vous n'avez jamais de charge fractionnaire. Ce sera toujours un multiple de petit e. On appelle ça la charge élémentaire. Avec la charge de l'électron, attention, c'est pas petit e, c'est moins petit e. Ok? Donc imaginons qu'on a délimité une surface. On a des ions Na+, donc sodium qui traverse la surface dans le sens de ds. Et on veut calculer le courant électrique, donc l'intensité en ampères. Et ici, dans l'exemple, on va supposer que pendant une seconde, on a 0,2 10 puissance 19 cations. Donc vous voyez un très grand nombre de cations, Na+, qui traversent la surface. Et on veut l'intensité du courant électrique. Donc là, quand je pose des petites questions comme ça, si vous regardez ça sur YouTube, en rediff, n'hésitez pas à faire pause et à réfléchir par vous-même. Donc le calcul, hein, c'est le nombre de cations, donc ce que j'ai donné là, 0,2 fois 10 puissance 19, la charge d'un cation, ça donne la charge totale, et cette charge d'un cation, hein, vu que c'est Na+, il y a juste un signe plus, on a enlevé un seul électron, donc je mets juste petit e. Et petit e, hein, vous devez connaître ça par cœur, c'est 1,6 10 puissance moins 19. 10 puissance 19 fois 10 puissance moins 19, ça fait 1. Et donc j'ai juste 1,6 fois 0,2, ça fait 0,32. Donc pendant une seconde, j'ai une charge de 0,32 coulombs qui traverse la surface. Et 0,32 coulombs par seconde, ben, c'est 0,32 ampères. Ça me donne l'intensité du courant. Ok? Maintenant qu'on a compris ça, deuxième exemple. Cette fois-ci, on va faire traverser des ions SO4-, donc des anions. Donc toujours pendant une seconde, on a 0,2 10 puissance 19 cations Na+, qui traversent la surface dans le sens de ds, et 0,1 10 puissance 19 anions SO4-, qui traversent dans le sens inverse. Et la question, c'est quelle est l'intensité du courant électrique? Là, pareil, n'hésitez pas à faire pause si vous regardez ça sur YouTube. Et je vais même vous mettre le mettre en QCM. Donc 4 propositions, 0,64 ampères, 0,48 ampères, 0,16 ampères ou 0 ampères. Voilà, donc à partir de là, souvent je donne ça à mes élèves, je les laisse réfléchir et je les fais voter. Et pour le premier vote, il y a des résultats, il y a des propositions différentes qui sont données. Et après, ils discutent entre eux et ils finissent par trouver la solution. Donc il faut faire attention, c'est un peu piégeux. Il y a des ions Na+ chargés positivement, et ici des ions chargés négativement. Donc on pourrait se dire, ça se compense, le plus et le moins se compensent. Donc peut-être que ça donne 0, vu que là il y a 2 fois plus de charge et là 2 fois plus de cations. Sauf que, on pourrait avoir une compensation si les ions SO4-, allaient dans le même sens que les ions Na+. Dans le sens de ds, on aurait du plus et du moins, donc ça se compense. Mais là, c'est pas le cas. Les ions SO4-, ils vont vers la gauche. Donc en fait, ça va s'ajouter. Donc déjà, à cause de Na+, pendant une seconde, on a une charge de 0,2 fois 10 puissance 19 fois E qui traverse. Ça, c'est le nombre de cations, et ça, c'est la charge de chaque cation. Donc ça me donne la charge totale. Et je trouve 0,32 coulombs. C'est exactement le calcul qu'on a fait juste avant. Donc les ions Na+, ils sont responsables de 0,32 ampères. Et les ions SO4-, eux, alors ils sont moins nombreux, ils sont 2 fois moins nombreux, c'est 0,1 là, au lieu de 0,2, mais ils ont une charge 2 fois plus importante.
c'est SO4 2-. Ça veut dire qu'ils ont récupéré 2 électrons. Pareil, je multiplie donc par moins 2E, et ça me donne la charge causée par les ions SO4 2-. Donc c'est moins 0,32 coulombs. Sauf que c'est moins 0,32 coulombs, cette charge négative, elle va vers la gauche. Donc elle va dans le mauvais sens par rapport à DS. D'où l'importance d'avoir orienté la surface, ça permet de mieux réfléchir. Et donc s'il y a moins 0,32 dans le mauvais sens, ça veut dire qu'il y a 0,32 dans le bon sens. Et donc on avait 0,32 vers la droite, à nouveau 0,32 vers la droite. Et donc en tout, ça fait 0,64. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A, ici. 0,64 ampères. Ok. Donc ça, c'était une manière d'illustrer l'importance d'orienter les surfaces. Et on verra après d'orienter les circuits électriques. Notamment quand on parlera d'induction. On verra ça plus tard dans l'année. Quand vous étudiez le phénomène d'induction électrique, donc les champs électriques et magnétiques qui se combinent, qui s'influencent l'un l'autre, il faut choisir un sens pour le courant. Il faut une orientation. Ok, on peut passer aux lois élémentaires. Donc ça, normalement, vous avez déjà vu au lycée, donc ce sont plutôt des rappels. La loi des nœuds, elle vient de la conservation de la charge. La charge est conservée, hein, vous pouvez pas avoir de la charge qui apparaît comme ça spontanément, qui est créée toute seule. Si vous avez un certain volume délimité par une surface, par exemple une sphère, si la charge augmente à l'intérieur, ça veut dire que de la charge a traversé la sphère. Donc il y a une conservation de la charge. C'est ça qu'on entend par conservation de la charge. Et donc ici, il n'y a pas d'accumulation de charge au centre du circuit. Donc s'il y a de la charge positive qui arrive avec le courant I1, le courant I2 et le courant I3, il y a forcément un des courants qui, en fait, est négatif, à une intensité négative. Vous pouvez imaginer ça comme des courants d'eau. Il y a de l'eau qui arrive de I1 et de I2. Elle ne peut pas arriver aussi de I3. Elle repart vers le bas. Et donc I3, si on a mis la flèche vers le haut et que le courant en fait va vers le bas, I3 va être négatif. Ça, c'est un point important. Les courants électriques que vous exprimez en ampères peuvent être négatifs. Donc vous allez peut-être trouver I3 égale moins 2 ampères. Des fois, les élèves sont un peu hésitants quand ils voient un résultat négatif, mais il n'y a pas de souci. Parce qu'on a une orientation qui a été fixée. Et donc, la loi des nœuds, elle nous dit que la somme des courants vaut 0. La somme des courants correspond à l'accumulation ici. Il n'y a pas d'accumulation, ça vaut 0. Donc, vous voyez que si I1 et I2 sont positifs, I3 est forcément négatif pour que la somme soit nulle. Donc, vous pouvez vraiment imaginer ça comme un écoulement d'eau. Il y a de l'eau qui arrive de la droite et de la gauche et qui descend. Et si ça descend, ça veut dire que I3 est négatif. Ok. Là, pareil, vous pouvez faire pause et donner la loi des nœuds pour cet embranchement, pour ce nœud ici. Le résultat, c'est vous prenez tous les courants, la somme des courants qui arrivent vers le point central. Donc I1 et I3, ils arrivent bien vers le point, mais vous voyez que I2 et I4, ils s'enfuient du point. Donc il faut mettre un signe moins devant I2 et devant I4. Donc vous faites la somme des courants au signe près, et vous dites que ça vaut 0. C'est ça la loi des nœuds, qui vous donne les liens entre les courants électriques. Salut Errol, bienvenue. Je tombe enfin sur un de tes lives. Ouais, bienvenue. Ouais, je j'ai pas de planning, donc les lives arrivent un peu quand ils veulent. Petite remarque, hein, ici, c'est pas le sens. Donc si vous avez I1 qui est positif, ça ne veut pas dire que les objets qui portent le courant vont vers la droite. Parce que les objets qui portent le courant, ce sont les électrons. Et les électrons sont chargés négativement. Et donc, en fait, si on a un courant positif vers la droite ici, les électrons vont vers la gauche, physiquement. Et deuxième remarque, c'est pas parce que j'ai une loi ici avec un signe plus devant I1 que I1 est forcément positif. Là, ici, si je vous donne cette loi, ça c'est la loi des nœuds, donc ça c'est toujours vrai, ça vient d'une loi physique. Ça ne veut pas dire que I1 est positif, I2 est négatif, I3 positif, etc. Ça c'est une erreur classique qu'on fait au début.
il ne faut pas confondre l'expression et la valeur qui est à l'intérieur de la grandeur. Donc là, quand je vous donne ça, vous n'avez aucune idée des signes. Il peut y avoir des signes très différents. Ok, ça c'était la loi des nœuds pour les courants. Deuxième loi fondamentale, la loi des mailles, qui maintenant nous donne des relations entre les tensions électriques. Donc une tension électrique, c'est une différence entre les potentiels électriques. Vous pouvez imaginer ça, c'est très directement relié aux énergies électriques. L'énergie électrique, hein, c'est l'énergie potentielle, c'est la charge fois le potentiel. Et donc la différence de potentiel, on appelle ça une tension. Donc ça vous dit quel est l'écart d'énergie s'il y a une marche à passer. Et donc ça a plutôt tendance à faire tomber les électrons dans un sens ou à faire tomber les charges positives dans un certain sens plutôt que d'autres. Donc le mot est assez parlant et il y a une tension où c'est la cause. Vous mettez des potentiels différents à différents points du circuit et ça crée une tension, donc une force qui a tendance à faire bouger les charges électriques. Donc vous pouvez voir la tension comme la cause et le courant comme la conséquence. C'est une bonne manière de voir les choses. Et la loi des mailles, elle nous dit que, ça ressemble un petit peu à la loi des nœuds, et on a une somme qui est nulle. La somme des tensions est nulle. Alors la somme de quelle tension? Le point important, il est là. C'est la somme des tensions autour d'une maille. Une maille, c'est ça, c'est une boucle. Dans le circuit électrique, hein, vous allez vite reconnaître des boucles de courant. Ici, j'ai mis des rectangles pour symboliser des résistances. Ça peut être n'importe quel dipôle et ça peut même être une absence de dipôle. Vous pouvez par exemple ici avoir un coupe-circuit, un circuit qui a été coupé. Donc pas de fil électrique, rien du tout. Des points A et B qui sont séparés. La loi des mailles va quand même fonctionner. Et donc ici, la somme des tensions autour d'une maille est nulle. Donc je fais la somme en choisissant un sens de rotation. Ici, j'ai choisi le sens trigonométrique. Et ce que je vais faire, c'est faire encore une fois une somme algébrique. Une somme algébrique, hein, ça veut dire qu'il y a des signes moins qui peuvent apparaître. Et à quelles conditions un signe moins apparaît? Si la flèche de la tension n'est pas dans le même sens que la boucle. Donc ici, je parcours la boucle, la maille, dans le sens que j'ai choisi. Et je regarde si les flèches des tensions sont dans le bon sens. Donc U5, c'est bon. U4, U3, U2, tout va bien. U1, vous voyez, c'est pas dans le bon sens par rapport à la boucle en bleu. Et donc, il faut mettre un moins devant U1. Vous faites la somme et ça vous donne la loi des mailles. Et une autre manière d'exprimer cette loi des mailles, c'est ce qui est écrit en dessous là. Vous pouvez passer U1 de l'autre côté du signe égal. Donc U1, c'est la somme des 4 autres tensions. Et c'est la phrase qui est écrite ici. La tension entre deux points du circuit ne dépend pas du chemin suivi. C'est une reformulation de ce qu'on a écrit là. C'est juste le fait de passer U1 de l'autre côté du signe égal, mathématiquement. Donc, je relis la phrase là. La tension entre deux points du circuit, donc ici on va prendre les points A et B. Je m'intéresse à la tension de A vers B. Et la loi des mailles me dit que ça ne dépend pas du chemin suivi. Et donc je peux soit aller de A vers B directement ici, avec cette branche, soit faire le tour. Et donc si j'y vais directement, ça me donne la tension U1. Et si je fais le tour, ça me donne U5 plus U4 plus U3 plus U2. Et vous voyez que mathématiquement, c'est la même chose que de prendre la somme algébrique. Voilà, ça c'est la loi des mailles. Encore une fois, je n'ai pas d'informations sur le signe des tensions. Donc les tensions mesurées en volts. Hein. Je peux avoir U5 qui est positif ou négatif. Ici, ça ne change rien. Et deuxième remarque, le choix de l'orientation ici n'a pas d'importance. Prenez un choix qui vous arrange, qui vous fait faire les calculs les plus simples, donc avec peu de signes moins. Mais j'aurais pu prendre dans l'autre sens et je multiplie tout par moins 1. Donc ça aurait fait moins U5, moins U4, moins U3, moins U2, plus U1 égale à 0. C'est bien la même chose, hein, vu que moins 1 fois 0, ça fait toujours 0. Donc peu importe le sens que vous choisissez, ça fonctionne.
Et donc je rappelle, hein, une tension, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une différence de potentiel. Et là, il y a une convention. Quand on va de A vers B, on note ça la tension UAB. C'est comme si c'était A flèche B, avec une flèche qui va de, de, de A vers B, dans ce sens-là pour vous. Et attention, c'est le potentiel final moins le potentiel initial. Donc vous regardez la flèche U1 là, on va de A vers B. Donc initialement on est au point A, à la fin on est au point B, et on fait final, donc B moins initial A. Donc VB moins VA. Donc UAB c'est VB moins VA. Et donc la loi d'Emaille me dit que cette tension U1 me donne la même chose. Je trouve le même résultat en passant directement par la branche qui monte ou en faisant le tour. C'est ça la loi d'Emaille. Très souvent, on va l'utiliser comme ça. Vous pouvez revenir à la somme algébrique, mais très souvent, on va plutôt utiliser ça. À vous de jouer. Donnez-moi l'expression de U4. Quel est le lien entre le potentiel et la charge? Alors la charge, c'est une grandeur qui est associée à l'objet physique. Donc c'est la charge associée à l'électron, par exemple. Et le potentiel, c'est lié à l'énergie potentielle. Et donc ça décrit l'influence de l'environnement sur l'objet. L'environnement, hein, ça va être par exemple une plaque de cuivre et une plaque de zinc. Hein, les premières piles électriques, c'était ça, c'était des empilements de cuivre et de zinc. D'où le nom pile d'ailleurs, hein, c'est des empilements. Et donc le cuivre et le zinc n'ont pas la même affinité pour les électrons. Et donc les électrons vont être plutôt attirés par l'un que par l'autre. Et ça crée une énergie potentielle qui dépend de l'endroit. Donc il y a une énergie potentielle différente sur la plaque de cuivre et sur la plaque de zinc. Et donc électriquement, ici, dans les circuits électriques, on a un potentiel électrique qui est différent à gauche et à droite. C'est à cause de l'environnement. Et cet environnement crée une énergie potentielle, un potentiel. Et dans cet environnement, l'objet qui est l'électron, avec sa charge, va se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Donc suivre la logique. Ouais, pour ça, là, il faut réutiliser la loi d'Emaille que j'ai donnée là. Alors, Algor nous propose U4 égale à U2 moins U3 moins U1. Alors U4, hein, moi ce que j'aime bien faire, hein, c'est partir du point initial et arriver vers le point final. Donc U4, c'est le chemin direct. Et je peux faire le tour. Et donc c'est U1 moins U2 plus U3. U1. Donc non, ça moins U2 plus U3. Là, ta combinaison est bonne, c'est juste que tous tes signes sont inversés. Donc tu as bien suivi le fait que U2 n'est pas dans le même sens là. Mais ici, hein, soit je vais directement pour avoir U4, soit je fais le tour pour avoir U1 moins U2, parce que U2 n'est pas dans le sens horaire ici que j'ai choisi, pour faire le tour là, pour faire le détour. Donc ça fait U1 moins U2 plus U3. Soit j'écris ça, soit je dis que la somme... Je m'en doutais, c'était une chance sur deux. Ouais, t'avais la bonne combinaison, mais pas le bon signe. Soit je dis que la somme est nulle, donc U4 moins U3 plus U2 moins U1, et tous les autres, je le passe dans l'autre sens. Donc le moins U3 devient plus U3, etc. Quand je passe les termes de l'autre côté du signe égal, ils changent de signe. Ok. Donc ça, c'est un peu la remarque que j'ai donnée précédemment. La tension, c'est une différence de potentiel. Et quand on écrit U indice AB, faut le comprendre, UA vers B. Donc la flèche, elle va de A vers B. Et comme je fais potentiel final moins initial, ça fait VB moins VA. Il faut observer le sens de TU, le sens des tensions. Ouais, c'est ça. Il faut regarder le sens des flèches. Des fois, on va vous donner un circuit électrique, il n'y aura pas les flèches. Donc c'est à vous de les mettre. C'est à vous de définir les tensions qui vous intéressent. C'est à vous de définir les courants, des fois. Donc il va falloir choisir un sens. Et si vous faites vos calculs correctement, le résultat final sera le même à un signe près si vous avez
si vous avez choisi le sens vers le haut ou vers le bas. Donc ici, là, vous le voyez ici. Imaginons que je mette la flèche vers le bas, au lieu de le faire vers le haut. Ben, au lieu de donner VB moins VA, ça va donner VA moins VB. Et VA moins VB, c'est moins, entre parenthèses, VB moins VA. Et donc UAB, c'est moins UBA. Donc si vous mettez la flèche vers le bas, ça change le signe de la tension. C'est la même chose pour les courants. Si je mets le courant vers la gauche ou vers la droite ici pour I2, si I2 va vers la droite, c'est moins I2 qui va vers la gauche. Ok. On va s'arrêter là pour cette partie. Donc, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, je mets les polis et des différents conseils si vous êtes en prépa sur la liste mail. C'est le premier lien en description.